Le guide offshore. Extrait de la préface d'Alain Deneau de l'ouvrage collectif The Great Offshore, paru aux éditions UV en 2021. Nous entretenons un souvenir vif des guides des paradis fiscaux d'Édouard Chambaud. Il s'agit de la première forme sous laquelle les législations de complaisance sont apparues à la conscience publique, hormis les usages marginaux qu'en ont fait le cinéma et quelques écrits critiques vite oubliés. Chambaud était ce fiscaliste suisse ouvertement cynique et raciste, assurant la promotion de ses services en mettant à jour sur le marché des guides de voyage destinés à faire le tour du circuit des paradis fiscaux. Il souhaitait ainsi informer son éventuelle clientèle du degré d'opacité des différentes législations où il était possible pour les grandes entreprises ou les particuliers fortunés de contourner le fisc. On tient ici le résultat d'un autre genre de tournée des législations offshore, réalisée cette fois sur un mode critique ô combien salutaire. La tournée qu'on nous propose de suivre ici ne couvre pas exhaustivement les nombreuses législations offshore du monde, mais les haltes proposées rendent le séjour d'autant plus instructif qu'on prend le temps de s'arrêter dans les pays ciblés, plutôt que de les parcourir à l'allure vive des agences de voyage. Le Royaume-Uni, le Luxembourg ou Singapour font alors l'objet d'une analyse des mécanismes pervers qui s'y déploient et que cautionnent les États traditionnels pour permettre à des instances multinationales et à des particuliers au bras long de se jouer du droit. Là, tout leur devient permis. Les paradis fiscaux permettent aux avocats et aux banques qui s'y installent de vendre à peu de frais de la négativité législative et réglementaire. Leur vocation, rendre inversement possible ce qui est interdit ailleurs. Les oligarques qui règnent au sein des États de droit ainsi lésés le savent, et par leur passivité y participent. Il ressort de ces enquêtes critiques et sensibles une conclusion frappante. Les paradis fiscaux procèdent du pouvoir de réglementer et de légiférer des instances politiquement souveraines. Comprendre cela, c'est faire s'enchaîner la réflexion dans les directions conséquentes et pertinentes. On illusionne le commun sur des solutions à venir en lien avec l'uniformisation quasi impossible de codes fiscaux calqués par centaines. On feint de pouvoir faire ressortir du palimpseste des différents régimes fiscaux du monde un écrit efficace sur le plan du droit. Cela est évidemment astreignant et prend des années, puis des décennies, soit le temps que gagnent les puissants pour continuer de profiter des avantages consentis dans les paradis fiscaux. Si on en revient donc à l'essentiel, on comprend que les modalités offshore de l'évitement fiscal et juridique se développent en vertu des lois. La City et son double. Sur la corporation de la Cité de Londres et les origines de la gouvernance contemporaine. Bose Levin et Vera Tolman. Research Center for Proxy Politics. Première publication, octobre 2016. Extrait de la version française traduite par Christophe Degoutin et publié dans l'ouvrage collectif The Great Offshore aux éditions UV en 2021. Mais quelle est cette entité mystérieuse? Le vestige d'un passé impérial disparu depuis longtemps?
une relique symbolique préservée par la coutume, une ville-monde d'avant-garde imaginée par l'élite financière mondiale. Comme nous le verrons, la réalité de la City est tout autre. Les vieux sages disaient de Jérusalem qu'elle était plurielle et double, une ville du dessus, divine, illimitée, presque éternelle, et une ville du dessous, terrestre, profane et limitée par la matière, la brique et le mortier. La ville de Londres est double elle aussi, déplacée, présente et absente en même temps. Elle a plusieurs plans. Prenez New Bond Street, une rue perpendiculaire à Oxford Street. Parcourez-la du nord au sud. Sur votre droite, le numéro 98 se présente comme une maison de ville à 3 étages, blanche, simple et sans prétention. Elle abrite actuellement la marque de luxe Philippe Plein. Ouvrez maintenant votre plan de l'autre Londres, le Londres qui flotte au-dessus et au-delà. Vous verrez que depuis cette maison, vous êtes en réalité à la Barbade. Cette propriété particulière a été achetée 4,96 millions de livres sterling en 2010 par New Bond Properties Ltd, une société enregistrée dans cet État-nation indépendant, membre du Commonwealth. Continuez votre trajet, descendez New Bond Street. Sur votre gauche, au numéro 72, vous trouverez un autre bâtiment de 3 étages, construit en pierre cette fois. C'est le siège de la marque de luxe Sarah Pacini. En dessous, ici à Londres, c'est une structure solide couverte de vignes vierges, ancrée dans le sol. Et au-dessus, il n'y a que des liquidités. Un actif temporairement arrimé au 44 Esplanade Saint-Hélier sur l'île de Jersey par G.H. Ace Limited. Sur le trottoir d'en face, on trouve les sociétés de vente aux enchères Christie's et Bonhams. Mais ces bâtiments ne sont eux aussi que partiellement présents. Leur vie et leur esprit se trouvent ailleurs, planqués aux îles Vierges britanniques ou sur l'île de Man. Les bénéfices sont nomades, les dépenses tendent à être sédentaires. Les sociétés transfèrent leurs bénéfices en fixant le prix des biens et des services vendus aux entités juridiques qu'elles contrôlent ou qui sont liées au sein d'un même groupe. Les fonds sont ainsi transférés vers des filiales offshore, dans des juridictions à fiscalité faible ou nulle. Un arrangement connu jusqu'à récemment sous le nom de double irlandais, souvent combiné à un sandwich hollandais, tandis que les dépenses déductibles d'impôts sont opportunément conservées onshore. Tout le monde connaît les sociétés qui s'appuient sur ces principes, de la chaîne de café Nero à Facebook, en passant par Google ou Amazon. Le Londres du dessus, nous pouvons déjà le constater, n'est pas situé sur une île, mais plutôt sur un vaste archipel, un réseau à flux constant. Son territoire doit déjouer les lois et réglementations qui pourraient être mises en place. Il est illimité et divin à un niveau superficiel et symbolique. Comment la City et sa forme d'organisation en sont-elles venues à préfigurer les modes de gouvernance contemporains ? C'est un mode de gouvernance sui generis, qui se situe au-dessus, avant et au-delà du droit et de l'État, un hybride entre coutumes médiévales, obscurité absolutiste et prouesse technologique du XXIe siècle. Le Parlement britannique a peu d'autorité sur la corporation de la City, mais inversement, un lobbyiste officiel surnommé le Remembrancer, nommé par la corporation, est affecté en permanence à la Chambre des communes et à la Chambre des lords pour s'assurer que les représentants élus ne compromettent jamais les intérêts de la corporation, c'est-à-dire les intérêts de la classe financière. Il s'appelle Paul Double. La City dispose aussi d'une forme unique de régime démocratique, qui autorise ses entreprises, beaucoup plus nombreuses que ses habitants, à s'inscrire sur les listes électorales et à voter.
Abritant une immense concentration de la richesse mondiale, la City est devenue synonyme d'une élite financière opaque et connectée au monde entier, implantée dans un club féodal masculin dont les membres voyagent en carrosse d'or et portent des robes rouges à col de fourrure lors des cérémonies. Depuis les années 1980, la City du dessus et la City du dessous sont mises en réseau depuis le ciel, littéralement par un système de satellites reliés à des stations réceptrices, liaison montante, liaison descendante. C'est là que les deux niveaux se croisent et communiquent de manière invisible. Retournons aux rues et aux bâtiments où le système déterritorialisé se matérialise et se reterritorialise. L'immeuble Ugland House dans South Church Street, aux îles Caïmans, a fait parler de lui récemment en tant que manifestation emblématique et grotesque de cette économie souterraine. 20 000 compagnies y ont installé leur siège et utilisent son nom et son adresse pour leur propre compte. Les îles Caïmans, comme la City dont elles s'inspirent et à laquelle elles sont liées, comptent plus de sociétés que d'habitants. On peut imaginer qu'une grande partie des bénéfices réalisés à Londres dans New Bond Street est transférée à Ugland House, relié par un cordon ombilical invisible et indétectable, ou par un câble sous-marin. La connexion apparaît sporadiquement, une fuite par-ci, un procès par-là, mais ce n'est jamais que la pointe émergée de l'iceberg. Un pas vers la transparence, un éclair dans la nuit. Les compagnies préfèrent la plupart du temps se cacher derrière leurs vitres teintées ou déménager pour continuer les mêmes opérations, des affaires opaques. Cela nous renvoie à l'invisibilité et à la désignation ambiguë de cet archipel, la corporation de la Cité de Londres, générique au point que l'on peut se demander s'il existe. Pour revenir à notre question de départ, que nous apprend ce conte de la Cité de Londres sur le monde dans lequel nous vivons? Comme le dit le théoricien politique Maurice Glassman, la City est une institution ancestrale basée sur des liens étroits se déployant dans un très petit cercle. C'est une cité médiévale représentant le capital. Et de fait, avec ses coutumes ésotériques et ses costumes ridicules, la corporation de la Cité de Londres n'est pas ce que l'on imagine en premier comme l'avant-garde du capitalisme mondial du XXIe siècle. La City parvient en même temps à être extrêmement puissante et presque invisible, qui ne rentre dans aucun paradigme connu de la modernité. Elle ne cadre nulle part. Nous vivons aujourd'hui, à plus d'un égard, dans un monde conçu par la City et consorts, un monde où le régime démocratique se réduit à une pure illusion, à une autre coquille vide. Les différences de vitesse rendent cet objet d'analyse insaisissable. Toutes les tentatives de mettre un point final à ce texte font surgir un autre aspect, déplient une autre couche et introduisent une autre histoire. Pour s'exprimer en images, lorsqu'on regarde fixement la City, elle apparaît comme une image fractale en 5D, révélant progressivement de nouveaux détails juridiques, infrastructurels, historiques et des motifs qui se répètent à l'infini. Le capitalisme archipel est-il un sous-produit de l'époque féodale ou tout autre chose? Quoi qu'il en soit, la genèse de la corporation de la Cité de Londres nous invite à reconsidérer notre histoire récente. Ne serait-ce pas en 1957, l'année de naissance des euromarchés, plutôt que 1989 qui a marqué l'effondrement imminent d'un monde bipolaire divisé en deux superpuissances? Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt un Big Bang furtif qui a engendré un long processus d'expansion et de bouleversement, perforant les États avec des zones et des juridictions opaques, et submergeant le monde de crédits bon marché et de nouvelles dettes. Depuis, nous flottons à la dérive dans un monde offshore. Ces îles survivront-elles à la fonte des calottes glaciaires?
Entre toi et moi et la classe capitaliste transnationale, la finance et la forme urbaine. Brian Holmes, extrait de la version française traduite par Christophe Degoutin et publié dans l'ouvrage collectif The Great Offshore aux éditions UV en 2021. J'habite dans l'ancien Humboldt Park, un quartier latino autrefois endormi, aux limites de Chicago. On l'appelle désormais Logan Square, et les actifs surgissent partout. Les maisons flambant neuves s'habillent de verre, de métal et de bois comme si leur valeur devait s'écrire directement sur leur façade. Chaque logement paraît se doubler d'un compte en banque et d'un pari sur l'avenir. Mais il y a des gens pour qui les opérations bancaires et les paris constituent la seule réalité. Une question se pose alors. À quoi cela ressemble-t-il de vivre dans un compte en banque? Ou, de manière plus aiguë, à quoi cela ressemble-t-il de vivre le pari d'un autre? Si vous vous promenez dans ce vieux quartier de Chicago, vous verrez presque les prix augmenter. En centre-ville, dans le quartier de Loop, le secteur financier, casino mondial des produits dérivés, est un clone, en plus sérieux, de Wall Street ou de la City de Londres. Certains passent leur journée dans les étages supérieurs à se ronger les ongles, à faire des paris d'1 million de dollars avec des algorithmes et des ordinateurs à haute fréquence. La culture prospère grâce au commerce, dit-on. Soit, mais la culture de qui? La relation se complique entre toi et moi et la classe capitaliste transnationale. Le pouvoir de la classe capitaliste transnationale découle d'une fuite au-delà des frontières nationales, vers des circuits d'échange en réseau qui échappent aux percepteurs des vieux États-providence et qui facilitent la gestion de biens physiques domiciliés n'importe où ou presque. L'attribut classique de cette nouvelle classe mondiale, et qui rappelle sa proximité inquiétante avec les circuits du narco-capital, est aussi par excellence celui du millionnaire. Le yacht blanc et rutilant, long de 15 à 30 mètres, avec ses vitres noires fumées et ses vigiles privés, omniprésent dans les paradis fiscaux offshore des Caraïbes. Élégant, apatride et sexuel comme un grand prédateur, le yacht, sous son pavillon de complaisance, est l'emblème du pouvoir personnel à l'époque de la mondialisation. Derrière le yacht, c'est le statut de double nationalité conféré par la résidence fiscale sur une île au trésor, qui permet aux membres de la classe capitaliste transnationale d'être présents sur tout territoire précisément délimité, sans en être citoyens. Si ces membres ne possèdent pas personnellement les endroits les plus chics de votre vieux quartier délabré, ils possèdent les produits dérivés de vos emprunts et les banques qui les vendent. En quelques décennies à peine, la classe capitaliste transnationale a totalement transformé l'économie mondiale. Tout est offshore aujourd'hui. Cela signifie que ce ne sont plus seulement les îles Vierges britanniques ou les États-Unis, mais quasiment tous les pays et régions qui offrent des conditions propices à l'accumulation du capital. Il en résulte la formation d'oligarchies mondiales. C'est devenu parfaitement évident depuis 2008. Nous ne sommes plus les citoyens de démocratie. Nous sommes, directement ou indirectement, volontairement ou non, au service d'oligarques qui contrôlent d'énormes ressources humaines et une puissance technologique considérable par le biais de la finance et d'autres domaines à haute intensité de connaissances. Les nouveaux oligarques ont acquis une influence décisive sur les anciens États-nations, au point de mobiliser la police, les services secrets et les forces militaires pour leur propre défense. Leur règne, quoiqu'il apparaisse sous un très grand nombre de formes en fonction de l'endroit où vous habitez, est extrêmement sophistiqué et monolithique. Il suscite qui plus est une adhésion tout aussi large.
Les morts-vivants néolibéraux sont parvenus à utiliser la crise de 2008 pour transférer des capitaux vers les régions en développement et, ce faisant, ils ont boosté une économie mondiale déjà en pleine accélération. Au lieu d'un développement humain, nous assistons à une course hyper concurrentielle à l'accumulation infinie, soutenue actuellement par la planche à billets et donc par une quantité d'argent garantie par l'État d'une ampleur inégalée. La violence liée au narcotrafic, les gangs locaux, le fondamentalisme et le fascisme brutal prolifèrent en marge de cette force destructrice, mais personne ne semble pouvoir arrêter son expansion étrangement abstraite. Les bénéfices par procuration de cette croissance exponentielle, une série ininterrompue de nouveaux ports, mines, puits de pétrole, centrales électriques, trains à grande vitesse et autoroutes, offrent à la classe capitaliste transnationale la seule récompense qu'elle paraisse désirer, le mirage du capital comme pouvoir. La fin du jeu, c'est la perspective imminente d'une extinction de masse due au changement climatique capitalogénique. Leslie Sklair a consacré certains de ses meilleurs articles à l'architecture iconique de la classe capitaliste transnationale, sur la manière dont le talent individuel en architecture symbolise la puissance de classe de ces élites, tout en promouvant la consommation haut de gamme comme le marqueur culturel et économique qui permet de mesurer le statut imaginaire de ceux qui les servent. À Londres, l'exemple le plus évident est le siège de la Swiss Re, pour la Swiss Reinsurance Company, qui arrive à être à la fois un signifiant de l'ultime rempart du capitalisme contre les risques et les catastrophes, le secteur de la réassurance, et une icône phallique insolente, à consommer avec une joie populiste. The Gherking, le cornichon. Les bâtiments, les espaces et les architectes sont iconiques dans la mesure où ils symbolisent la diversité des fruits de la culture idéologique du consumérisme, écrit Sklair avec une sèche précision sociologique. La discipline des vieilles sociétés hiérarchiques est remplacée par une aspiration à entrer en contact avec les sources lointaines de l'argent et du pouvoir. Les centres-villes deviennent des théâtres financiarisés, des labyrinthes narcissiques où chacun n'attend qu'une seule chose, tomber sous l'œil d'un voyeur. Les performeurs affichent leur valeur à même leur visage. Un mot d'esprit peut vous permettre de décrocher un emploi, une publication ou une nuit dans une chambre luxueuse. Captée par un photographe renommé, cette image peut devenir un petit actif dans le hall conçu par un architecte. Mais le bénéfice majoré des intérêts finit toujours au Caïman. Regardez autour de vous, il ne s'agit pas seulement de Humboldt Park, ni même de son modèle inaccessible, la Cité de Londres. Les signes de ce nouveau régime sont partout. Toute ville qui aspire à devenir globale les affiche. Nous vivons le pari d'un autre, sans aucun doute. Peu importe que vous appeliez ces parieurs la classe capitaliste transnationale ou les morts-vivants néolibéraux. La vraie question, pour vous comme pour moi, c'est de savoir ce qu'il nous reste à miser. Le mirage caribéen, vivre dans un angle mort de l'architecture financière. Femke Hergraven. Extrait de la version française, traduite par Christophe de Goutin et publiée dans l'ouvrage collectif The Great Offshore, aux éditions UV en 2021. L'avenir du quartier d'affaires de Zuidas à Amsterdam repose moins sur son matériel que sur son logiciel. Ce sont moins ses tours, ses immeubles, ses places ou ses restaurants qui façonnent son identité
que ses utilisateurs, ses réseaux et ses interactions. Zoïdas vise à devenir un haut lieu de l'économie internationale, où les fonctions résidentielles et commerciales se rejoignent. Imaginez-vous à présent à cet endroit. À quel réseau Zoïdas est-il connecté? À quoi sa communauté ressemble-t-elle? Qui en sont les habitants? Comment y vit-on? Je propose de considérer que la vie à Zoïdas ressemblera à la vie dans les Caraïbes. On peut s'y promener aujourd'hui sans avoir l'impression de se trouver sur une île tropicale, mais il ne faut pas s'y tromper. Dans le monde de la finance, une île caribéenne signifie tout autre chose que le soleil, les palmiers et les plages. Elle est plutôt synonyme de flux de capitaux, de régimes fiscaux et de services financiers attractifs. Il n'y a guère que deux raisons d'aller aux îles Caïmans, la plongée sous-marine ou les activités offshore. Les petites juridictions caribéennes doivent leur célébrité à leurs sables dorés, mais ce qui façonne leur identité, c'est qu'elles constituent un nœud essentiel dans l'économie mondiale, qu'elles mènent leurs affaires et qu'elles fournissent des services financiers en toute discrétion. Zoïdas est bien implanté dans le réseau de la finance offshore. En tant que centre économique des Pays-Bas, elle joue un rôle important dans les transactions financières mondiales et constitue un nœud précieux dans la planification fiscale. Comme les îles caribéennes, les Pays-Bas ont un climat d'investissement très attractif pour les multinationales. Ils allient la tradition commerciale néerlandaise à des services juridiques et financiers modernes. Si l'on y ajoute une main-d'œuvre qualifiée, une infrastructure robuste, une culture d'ouverture et une stabilité politique, c'est la garantie d'une position solide sur la scène mondiale. Le quartier d'affaires de Zoïdas est l'incarnation de ce profil international. On peut supposer toutefois que la fiscalité des entreprises néerlandaises constitue la principale motivation des multinationales qui s'y installent. L'Agence pour les investissements étrangers des Pays-Bas écrit par exemple: le régime fiscal néerlandais présente un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être très avantageuses pour la planification fiscale. La pratique néerlandaise des rescrits fiscaux, qui offre clarté et certitude sur le calcul de l'impôt anticipé, est susceptible de s'appliquer aux transactions, investissements ou structures d'entreprise à venir. Certains impôts sur les redevances et les intérêts peuvent être réduits jusqu'à 0%, selon cette même agence. Zoïdas vise à devenir un lieu haut de gamme, doté d'équipements haut de gamme et fréquenté par des utilisateurs haut de gamme. Il symbolisera un style de vie haut de gamme, un style de vie reposant sur la discrétion peut-être plus encore que sur la qualité ou l'exclusivité. Lorsqu'on se promène dans le quartier d'affaires de Zoïdas, on sent partout un voile de discrétion. Qu'il s'agisse des immeubles de bureaux, des tours d'habitation, des restaurants ou de l'espace public, l'anonymat est partout. Il est même difficile de trouver des signes distinctifs tels que des logos, des plaques signalétiques ou des boîtes aux lettres. Seuls quelques repères emblématiques matérialisent une marque ou une entreprise. Imaginez que vous vivez à Zoïdas. Qui, ou plutôt quelles entreprises avez-vous pour voisins? Si vous habitez Stravinsky-Lan, par exemple, vos voisins s'appellent Agip Oil Ecuador BV, Eni Iran BV, Diamond Gas Irak BV, CAML Mongolia BV et Sol Deasa Kazakhstan BV. La base de données de la Chambre de commerce vous permet de connaître vos voisins, les habitants de votre rue, mais elle donne aussi un indice de la manière dont Zoïdas s'inscrit dans la finance offshore. Sur les centaines de holdings implantés à Zoïdas, si certaines ont un bureau, une large partie d'entre elles sont des sociétés écrans. La notoriété des conseillers fiscaux néerlandais repose sur la discrétion des services d'optimisation de l'impôt sur les sociétés. Ils recherchent le haut de gamme et ne veulent pas paraître louches comme les paradis fiscaux caribéens, déclarait un banquier d'affaires new-yorkais.
Ce qui fait l'attrait de Zoïdas, c'est d'être charmant et de passer inaperçu, avoir un style de vie haut de gamme et faire profil bas. L'utopie de l'argent. Max Haven, première publication, avril 2017. Extrait de la version française, traduite par Christophe de Goutin, et publié dans l'ouvrage collectif The Great Offshore, aux éditions UV en 2021. J'ai visité l'utopie de l'argent. Ce n'est pas seulement l'utopie de ceux qui ont de l'argent, c'est l'utopie de l'argent lui-même. Niché dans les routes sinueuses d'une zone industrielle, à côté du tarmac de l'un des aéroports les plus fréquentés d'Asie, à 2 pas de la garnison de la police de l'air et des frontières, le Freeport de Singapour s'est isolé de ses voisins derrière des rangées de barbelés. C'est un entrepôt de luxe spécialement conçu et hautement sécurisé, dans lequel les ultra-riches encryptent leurs œuvres d'art. Sur invitation seulement, vous pourrez parler aux gardes par un interphone, franchir plusieurs portiques de sécurité ultramodernes et pénétrer dans l'enceinte du bâtiment rouge et noir. Vous passerez ensuite par une batterie de postes de contrôle plus rigoureux que dans n'importe quel aéroport. Vous remettrez votre passeport par un tiroir à un garde invisible dans un bureau situé de l'autre côté de la glace sans teint. Un personnel courtois vous donnera l'ordre de vider vos poches dans une petite boîte et d'en placer leur contenu, ainsi que vos sacs dans une machine à rayon X, tandis que votre corps passera le scanner corporel L3. Un nombre inestimable de trésors culturels se trouve à l'intérieur. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les coffres et nous ne voulons pas le savoir, me dit le gardien. La tâche du Freeport, m'explique-t-il, c'est d'offrir aux clients un environnement éternel et artificiel, de dimension variable en fonction des besoins, où la température est maintenue à 20 degrés et l'humidité relative à 55%, sauf demande contraire. Ce que les clients choisissent d'encrypter dans le Freeport, c'est leur affaire. L'investisseur peut louer son propre coffre, mais il est plus probable qu'il sous-traite la location à une compagnie spécialisée dans la protection des objets, qui ne pose pas ou peu de questions. Personne ne sait ce qu'il y a dans la crypte. Les titres de propriété, comme les propriétaires eux-mêmes, peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Les Freeports ne sont qu'une partie de l'archipel secret d'espaces utopiques qui existent dans l'atmosphère du capitalisme tardif, où les inégalités s'accélèrent et paraissent sans limite. Tandis que l'écart se creuse entre les riches et les pauvres dans presque tous les pays du monde, le nombre de millionnaires, dont beaucoup sont issus des BRICS et des pays du Sud, augmente également. Ces derniers sont avides de tirer profit de leurs richesses qui proviennent pour la plupart de la spéculation financière ou sont amplifiées ou blanchies par celle-ci pour construire une utopie privée dispersée dans le monde, inaccessible au plus grand nombre. Le Freeport est un fragment d'une utopie mondiale pour les ultra-riches qui comprend aussi les localités de villégiature exclusives, les yachts, les propriétés fastueuses dans les métropoles mondiales, les voyages no limit, le tourisme spatial et même les bunkers de luxe. Ce qui est en jeu ici, c'est le pouvoir de l'extrême argent de refaçonner le monde, de créer un réseau de bons-lieux non-lieux utopiques cachés en pleine lumière. Cette tendance est un processus de déterritorialisation-reterritorialisation, un monde de plus en plus marchandisé,
monétisé et financiarisé, un monde désespérément inéluctable et rigide pour la plupart d'entre nous, fluide et protéiforme pour le capital et les capitalistes. Un milliardaire peut voyager en hélicoptère de son penthouse londonien jusqu'à l'aéroport, arriver à Singapour dans son jet privé, se rendre du tarmac du Freeport pour examiner ses richesses et repartir pour sa localité de villégiature de luxe sans jamais rencontrer la moindre perturbation dans son utopie stratosphérique. Le monde utopique construit par et pour les millionnaires est la manifestation de l'argent capitaliste sous sa forme utopique et financiarisée. Renforcée par le néolibéralisme et l'austérité, c'est une forme qui exige un horizon de parfaite liquidité et qui s'en approche sans cesse. La capacité de marchandiser, de monétiser ou de financiariser presque tout processus vivant permet au pouvoir disciplinaire de l'argent de s'étendre à toute la planète et de s'intensifier dans chaque espace. Peut-on aborder le Freeport non seulement comme un exemple des sortes d'utopies que l'extrême argent permet d'acheter, mais aussi comme l'utopie propre de l'argent. J'entends par là l'horizon utopique immanent à l'argent lui-même, un horizon de liquéfaction presque complète, où, même sous ses formes les plus improbables ou les plus indisciplinées, comme l'art, la richesse du monde se traduit par une forme monétisée ou spéculative. Nous pourrions noter pour commencer que le Freeport représente le point extrême d'une certaine politique culturelle ou d'une politique économique, de la vie privée et de la notion du privé. La principale marchandise qu'offre le Freeport, plus encore que la sécurité, c'est la vie privée, laquelle inclut la discrétion et le silence. La vie privée, en tant que concept, est intimement liée à la réorganisation de l'espace social et urbain qui ont accompagné les révolutions bourgeoises et le développement de l'individualisme possessif, un processus associé à l'expansion du colonialisme de peuplement. Le partage de la sphère sociale en une série d'espaces privés reflète et contribue à renforcer le contenu juridique de la propriété privée. Comme un État-nation, l'homme privé peut faire ce qu'il veut de ses biens et de son domaine, et cela a des effets catastrophiques pour les femmes, les enfants, les domestiques, les apprentis et surtout les personnes réduites en esclavage, qui sont tous considérés à un moment donné comme relevant de la propriété juridique. L'alignement de la vie privée sur la propriété privée est en un sens le noyau d'un utopisme armé qui crée des zones sécurisées ou des structures d'exclusivité, des zones ou des structures qui supplantent, exploitent et, en définitive, transforment les mondes qui les entourent en dystopie. Dans le Freeport, la logique utopique de la propriété privée est poussée à l'extrême. La vie privée et la propriété privée s'alignent dans un espace sur mesure. L'art n'y existe pas pour être vu, mais précisément pour ne pas être vu, pour ne pas être visible, pour être invisible du public, comme un témoignage du pouvoir de l'argent. Le problème n'est pas seulement que les millionnaires parviennent à posséder exclusivement et à séquestrer certains des trésors culturels les plus resplendissants du monde, ça c'est une vieille histoire. Le problème, c'est la façon dont le Freeport incarne, représente et contribue à reproduire un archipel d'utopies armées propre au capitalisme financiarisé.
le déchaînement et l'ascension de l'argent capitaliste pour devenir l'arbitre universel de la vie et de la mort permettent la création de tels espaces, tout autant qu'ils en dépendent. Il ne faut pas écarter, évidemment, les bénéfices monétaires bien réels de la séquestration des œuvres d'art dans un lieu comme le Freeport. Les Panama Papers et d'autres fuites récentes ont révélé une chose qui a été reconnue par les initiés du marché de l'art. L'art, et en particulier l'art contemporain conventionnel, est un excellent véhicule pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, entre autres arts occultes de la finance. Le secret notoire du milieu de l'art, la plasticité de l'évaluation des objets d'art et l'incertitude des retours sur investissement dans l'art sont autant d'éléments qui contribuent à faire de l'art lui-même une crypte pour l'argent, c'est-à-dire un coffre qui permet de cacher le capital, mais aussi un code qui signifie l'argent dans une sorte de langage privé, uniquement accessible à ceux qui en détiennent les clés. Pour la plupart, nous ne mettrons jamais les pieds dans le Freeport ou ne visiterons jamais aucun des espaces utopiques de l'argent, sinon en tant que serviteurs. Nous sommes piégés dans la dystopie périphérique du risque et de la violence économique qui en est la condition préalable et le corollaire nécessaire, luttant pour éviter les pires des catastrophes que déchaîne l'utopie de l'argent, tout en produisant la richesse dont elle dépend.